Saga présente Mémoire froissée de Christine Machureau, élue par Alexandra Line. Il faut que je lui dise, que je lui parle du Moyen-Âge, de cet anachronisme si humain, de quelque chose de gigantesque que je viens d'entrevoir à l'instant même, en une fulgurante intuition, et qui contient peut-être l'explication de notre destin, de notre présence ici, aujourd'hui. Primo Levi, C'est questo e un uomo, 1947. Chapitre 1. 1382. Il fait frais ce matin, l'air est humide, bleuté. J'avance à pas songeur dans la rue des Chartiers. Hommes et femmes sortent et s'attardent sur le haut du talus à droite pour humer les senteurs du matin. Une légère brume annonce la respiration de la terre. Une femme, dont j'ai soigné le mari cet hiver, avance devant moi, lourdement, chargée de 2 seaux de bois pleins d'eau. C'est la fin mars. Je croise quelques enfants loqueteux, heureux de constater que les frimas s'éloignent. Les premiers rayons du soleil leur rendent rires et cris. Il y a moins d'une heure, Adalbert, l'aide-boucher, est venu frapper à la porte de mon atelier. Sa femme Marie a accouché d'une petite fille il y a 10 jours, la 5e de la fratrie. L'enfant se porte bien, et malgré tous les bouillons de la vieille Jeanne qui l'a aidée, Marie, 22 ans, ne se relève pas. Adalbert, l'ouvrier, est inquiet. Elle devrait être debout à s'occuper des 4 autres enfants. Les voisines ont elles aussi tellement de charges. Et voici 10 jours qu'elle se relaie. Il faut vraiment qu'il soit inquiet pour venir me chercher en plein jour. C'est un homme de haute stature, rude et timide. Sa tignasse hirsute est déjà parsemée de fils blancs, encadre un visage où les yeux sont à peine visibles. Son émotion passe par des mains crevassées, serrées l'une contre l'autre. En 2 mots, j'ai compris. J'attrape ma pèlerine et ajoute quelques sachets d'herbe dans ma besace un peu rapiécée. Lui et sa femme habitent une petite maison basse qui a appartenu aux parents de sa femme. Je pousse le lourd battant de bois et j'entre. La pièce est sombre. Dans la cheminée brûle à petit feu un mauvais bois qui fume. La marmaille soudain se tait et 4 enfants me fixent de leurs yeux bruns. Une voisine vêt le plus jeune. Adalbert me lance un long regard, prend sa cape et s'avance vers la porte. Cathy, la voisine, rassemble les 3 petits et s'en sauve à 2 maisons chez elle. Nous restons Marie, le nouveau-né, et la fille aînée, Aude, 7 ans. Aude est mince, brune. Son regard d'une étonnante maturité dissipe à qui retient son attention, un regard vert et lumineux. Je la connais bien. Depuis 2 ans, nous nous croisons souvent. Une des rares enfants à me saluer d'un regard de connivence sans un sourire. Elle est calme, assise au bord de la couche de sa mère. Je m'approche. J'ai dans les mains un pot de bois dans lequel reposent depuis 15 jours de longs gants d'armoise, efficaces dans les spasmes postpartum. Mais d'un regard, je sais qu'il est inutile et le glisse dans ma poche. Marie a le teint gris. Quelques mots et j'apprends sa fièvre et son épuisement. Elle n'a jamais ressenti cela pour les 4 aînés. Sa prunelle distille son inquiétude. On ne m'appelle jamais pour rien, mais souvent trop tard. La vie s'en va, dit-elle. Un court examen me fait comprendre qu'une délivrance trop rapide a laissé une lente et sourde hémorragie. Aude m'explique qu'elle se relève 3 à 4 fois la nuit pour aider sa mère. La vie s'en va, dit Marie. Elle a raison. Presque exsangue, elle a acquis la lucidité des mourants. Donne-moi un bol d'eau bouillante, Aude. À mon tour, je me suis assise au bord du lit et fouille le sac de toile toujours à mon épaule. Je réfléchis. Du sureau et de la pimprenelle fortement dosée en décoction, 2 fois par heure. C'est amer, mais il y a une chance pour que le saignement diminue. Lui éponger le corps avec des sels d'Alain dilués dans l'eau chaude. Pour s'en procurer, Aude est allée chez elle, le bourrelier qui s'en sert lorsque ses voisines lui apportent de petites peaux fraîches. Chapitre 2. J'ai 23 ans et jamais je n'ai quitté ce quartier. Du temps de mon enfance, ces maisons touchant les champs et les bois gardaient un peu de prospérité. Le temps a passé, les Anglais et les Bourguignons aussi. Mes parents sont morts et en quelques années, les gens, les terres se sont enfoncés dans la pauvreté, comme toute la contrée environnante. À 5 ou 6 ans, ce sont les odeurs
qui, de suite, frappe l'imaginaire. Et je ne peux dissocier mon enfance de l'odeur de tarte aux pommes. Ma mère est une femme fraîche, très propre. Elle sent toujours un peu la pomme. Souvent habillée de bleu, sa jupe virevolte au gré de ses activités. Et je la regarde. Je ne me rappelle pas l'avoir un jour quittée des yeux. C'est avec un sourire heureux qu'elle m'entraîne dans ses randonnées. Nous parcourons les champs, les jardins, les coteaux, les fossés, et pliée en deux, elle me montre ses découvertes, graines ou herbes, et m'en donne le nom et l'utilité. Ce sont des promenades régulières, innombrables. Nous rentrons souvent crottés et complices. La grande rue s'annonce par un petit pont de bois qui rejoint la route d'Orléans que nous traversons. Nous hâtons le pas. La nuit va tomber. Déjà quelques lueurs précoces de chandelles tremblent à travers les carreaux tout neufs de l'atelier de mon père. Germain, l'ouvrier, enfile sa houppelande en refermant la porte. Il reviendra demain matin. Vite, nous entrons. Le teint vif et la parole allègre. Une odeur de glaise humide nous entoure. Mon père est potier, et son regard s'abaisse sur mes sabots que j'ai oublié d'ôter. On vient de loin pour avoir les pots, tournés, recuits, vernis, à la température idéale. L'hiver, je passe de longues heures près du four, à rouler dans mes mains la terre de Touraine. Mais lorsqu'a lieu le défournement, je grimpe l'escalier de bois qui mène au premier étage et redescends de l'autre côté, dans le vivoire où ma mère s'active. Notre maison a un étage et des carreaux aux ouvertures. Un sentiment de sécurité, de bonheur m'étreint. L'odeur des herbes qui sèchent, le doux chatouillement des graines que je manipule dans les pots, et toujours le visage d'une voisine qui apparaît dans l'entrebâillement de la porte, réclamant tant pour elle que pour ses enfants, sa mère ou son mari, une herbe, une tisane, une pommade, une recette, un onguent, un conseil. Parfois, ma mère est appelée par un visage triste. Elle me laisse à la garde de Guenièvre. Je l'ai toujours connue. Au service de la famille depuis longtemps, âgée, elle parcourt la maison de son allure voûtée. Son indulgence perpétuelle à mon égard me rend agréable ses cheveux gris et ses mains râpeuses à senteur d'oignon. Mon père fronce le sourcil et semble ne rien pouvoir faire devant l'activité sans borne que ma mère déploie pour tous ceux qui s'adressent à elle. Les quelques réflexions de la part de son époux viennent assombrir le regard de cette femme qui soupire. Je ne tarderai pas à comprendre ce qui divise mes parents. Un matin, peu après le lever du soleil, je viens de quitter la chaleur du grand lit, craquant de paille fraîche, qui nous abrite tous trois. Je suis dans le vivoire, balançant mes jambes de gamine menue sous le tabouret. Mon bol de bouillon est trop chaud. Je mâchouille mon pain imbibé, friandise rare, de miel de sureau. La rue s'éveille, mais elle me semble plus bruyante que d'habitude. Une charrette tirée à vive allure descend notre rue en pente avec fracas et s'arrête devant notre maison. Quelqu'un heurte la porte. Ni ma mère ni Guenièvre ne bougent. Mon père arrive de son atelier et ouvre la porte du vivoire. Un homme habillé de cuir, à la cotte noire et rouge, lui tend un parchemin, identifie ma mère que deux hommes poussent dans la charrette. La stupeur nous cloue sur place. Mon père fait un geste, on le repousse. La porte reste grande ouverte, béante, sur un gouffre sans fond. Je n'ai pas compris, mais je sais à l'instant que nos vies ont basculé. Mes yeux sont secs et grands ouverts. Le silence d'une enfant peut être terrifiant. Ils ont emmené ma mère, Fleurine, à la question. Je ne la reverrai pas. Il m'a fallu des années pour grandir, pour comprendre. La servante est restée. Quentin, mon père, a perdu l'intérêt de vivre. Ses yeux voient un ailleurs où nous n'existons pas. Muré dans son chagrin, souvent absent, il m'impose une solitude qui deviendra mon quotidien. Petit à petit, plus personne ne vient nous voir. Les affaires de mon père ont périclité. Un soir, dans ma 15e année, en sortant de son atelier, il a eu un malaise. 2 voisins m'ont aidé à l'allonger dans son lit, et je me suis affairée à préparer une tisane. Congestionné, il fallait lui enlever un bol de sang. Mais il ne voulait plus vivre, et aucune médecine au monde ne peut guérir un être qui aspire à sa fin. 2 jours plus tard, j'étais orpheline. L'abbé eut vite fait de bénir son corps. Son enterrement fut expédié. La clientèle de Quentin s'étant raréfiée, nous ne sommes pas nombreux autour de ce trou béant où vont disparaître les restes de mon enfance. Un homme jeune, que je ne connais pas, s'approche de moi. La façon dont il torture son large chapeau entre ses mains en dit long sur son désir de me dire quelque chose. « J'ai bien connu votre père, damoiselle. C'est une perte pour nous tous. »
Je le remercie, le regarde sans le voir vraiment, mais il insiste. Nous parlions ces temps-ci du métier, de la glaise, des cuissons. Je m'appelle Perrin, je suis potier à Beaulieu. Il venait bien avant l'Angélus et nous parlions. J'ai beaucoup appris. Un silence, puis. Je sais qu'il est un peu tôt, mais si vous aviez dans l'idée de vendre l'atelier, avec votre permission, je me porterais bien acquéreur. Ainsi, j'apprends ce qu'étaient les errances de mon père ces temps derniers. A-t-il ressenti le besoin de transmettre son savoir? Ce compagnonnage tardif donnait-il quelques utilités à une vie dont il ne voulait plus? Chaque mot prononcé augmente mon amertume. Pierre le Thaïlandier, mon oncle, serre quelques mains et s'approche. Il a remis son chapeau qui s'égoutte en rigole sur ses larges épaules. La tête penchée sur la droite, Perrin cherche mon regard et, aussitôt trouvé, jette les yeux sur l'horizon. « Venez me voir demain après la messe, nous en causerons. » Affable et discret, il fut facile de nous entendre. Je cédai l'atelier, l'étage, me réservant le rez-de-chaussée, le jardin, le bûcher, ainsi que le puits, dont il pouvait aussi se servir à l'occasion. Il me restait de quoi vivre chichement, mais décemment. Perrin parti, mon oncle Pierre me vanta à mi-voix les avantages d'un mariage, d'une alliance raisonnable à mon âge. C'était raisonnable. Je refusais. Curieusement, il ne me proposa pas de rejoindre son foyer, mais m'étant préparé à défendre mon autonomie, j'aurais eu mauvaise grâce à lui en faire reproche. La porte reliant la boutique au vivoire fut murée. Pendant 8 ans, je vécus presque en suspens, en attente. La porte de ce qui est devenu à la fois ma chambre, ma cuisine, le vivoire et plus tard mon atelier, vient de se refermer sur des paroles consolatrices de Pierre le Thaïlandier, mon oncle. Son devoir le plus légèrement accompli le libère. Il s'éloigne dans une petite pluie fine. C'est bientôt l'Angélus. L'hiver approche et les jours raccourcissent. Je me retourne vers l'âtre froid depuis 2 jours avec une sensation de commencement du monde. Le bûcher sis dans le jardin me fournit rapidement de quoi faire une bonne flambée. Je réchauffe du lait et prends du pain. Je suis libre sans l'être réellement, puisqu'instinctivement, je me destine à poursuivre une tâche interrompue par l'arrestation de Fleurine. Droite devant les flammes dansantes, un fichu de laine sur les épaules, j'organise en pensée mes prochaines récoltes. Il faudra faire vite pour compléter les réserves. L'automne est presque là et ne donnera bientôt qu'une végétation chiche, peu généreuse. Un savoir acquis par imprégnation dans mon jeune âge ne demande qu'à éclater, s'affiner, se durcir aux règles de l'expérience, au feu des douleurs de mes semblables. Pendant plus de 7 années, il ne fut guère une semaine où je n'entendis murmurer le regret de la disparition de ma mère, exclusivement par des femmes qui hésitaient à parler de leurs maux à l'apothicaire, un homme installé près du château, un but de son savoir, ou pis, au moine médecin qui cumulait le double handicap de ne rien connaître aux femmes, encore moins aux enfants, et ne quitter le logis qu'après le versement d'une obole consistante. Dans notre quartier, dit de la basse ville, les écus sonnaient rarement. Je compris bien longtemps après que cette communion permanente que j'avais eue avec Fleurine imprimait dans le regard des gens une réticence, une distance que je devais à ma parenté. Il me fallut encore du temps pour deviner que, étant peu ou pro débiteur de Fleurine qui les soignait gratuitement, l'aisance de son mari la mettant à l'abri du besoin, il se mortifiait de me voir jeune et seule, prête à hériter des accusations, sans qu'il puisse en cas de besoin se porter à mon secours. Il me fallut encore plus de temps pour savoir qu'il l'avait dénoncé et accusé de sorcellerie. L'abbé du château, soumise à la pression conjuguée d'un jeune apothicaire et du moine médecin du couvent de Beaulieu, avait dû émettre des doutes quant à l'origine divine des succès médicaux de Fleurine auprès du châtelain Jacques de Bourgueil et de son évêque. À partir de là, tout fut dit et résolu. Fleurine ne résista pas à la question. Le jugement ne fut pas prononcé, faute de coupable pour l'entendre. Chapitre 3. 2 jours après l'enterrement de mon père, je me mis debout à l'aube. Les volets de bois ouverts laissaient passer la faible agitation de l'aube. La soupe réchauffée et avalée, mes sabots bien secs enfilés, je pris mon panier, sortis en direction des champs et commençai ma tâche. Comme s'il n'y avait eu d'autre issue à mon destin, comme si de tout temps, il avait été écrit que je continuerais la mission de Fleurine. 2 jours plus tard, à la tombée de la nuit, ma porte fut heurtée furtivement. Jacobine, hésitante et gênée, vint me rappeler ses jambes gonflées et douloureuses. Je restai un instant pensive.
remuai quelques sacs et lui fis un mélange de rennes des prés et de poireaux sauvages. Tu fais bouillir 2 poignées, tu filtres, un bol 3 fois par jour et mâche des graines de sénévé avant de te mettre au lit. Je m'étais, pour la première fois de ma vie, adressée familièrement à une vieille femme. Je prenais ma place dans la communauté comme si rien ne s'était réellement passé. Un simple intermède. Florine avait juste été un peu absente. Le sentiment d'un danger omniprésent ne me vint que bien plus tard. Aude ne devrait plus tarder. J'ai ravivé le feu d'une poignée de brindilles, déshabillé Marie. Avec quelques linges et de l'eau contenue dans un seau de bois, je la rince. La porte grince et s'ouvre sur la fillette, qui se glisse dans l'entrebâillement, son sac de sel dans la main gauche. Je la renvoie vider le seau dans la rigole de la rue et prendre de l'eau propre au puits. J'attends, recueilli. Encore une fois, Jésus va-t-il m'aider? Les anges vont-ils soutenir mes gestes? Ombre lumineuse et dorée qui m'accompagne. De ses yeux vagues, Marie me regarde. Je lui réponds par un sourire où je voudrais qu'elle trouve toute la douceur du monde. La première enveloppe de son corps est ténue, mate, mince. Mes mains, au-dessus de son corps comme une grande caresse, lissent cette couche affaissée par endroits. De la tête aux pieds, je répare, je consolide. Aude vient de revenir. Elle a posé doucement le seau plein d'eau à terre et me regarde. Fais chauffer l'eau, Aude, s'il te plaît. Mamie. Je masse les pieds de Marie et, bien à plat, pose la paume de mes mains sur la plante. Aude ne me quitte pas des yeux. Pas un de mes gestes ne lui échappe. Dans l'eau tiédie, je dissous une part de sel d'Alain et de nouveau rince le corps de Marie. À travers son épuisement, elle me sourit. Nous la couvrons d'un drap et de l'édredon. « Ça va », dit-elle. Il faut lui faire boire sa pimprenelle, et Dieu, s'il veut bien et si Marie veut bien, feront le reste. C'est amer, Marie grimace. Elle repose sur 2 coussins. Malgré des cernes bleutées immenses, Aude se détend. Nous sommes assises de chaque côté du lit et tenons les mains de Marie. Va dormir un peu, Aude, je vais rester près de ta maman. Je te réveillerai en partant. Elle se pelotonne, petite caille, au pied de sa mère et ferme les yeux. L'Angélus de midi vient de sonner. Depuis combien de temps suis-je là? Le nourrisson s'agite. Aude a bougé et Cathy vient aux nouvelles. L'enveloppe du corps de Marie s'est condensée autour de sa tête, en sorte comme des fumerolles blanchâtres. Cela fait sans doute des heures que Marie ne lutte plus. Je me lève, pose ma main sur la tête d'Aude. Cathy, vous direz à Adalbert de passer me voir. Chez moi, je ranime les braises, fais chauffer du lait et tire 2 galettes de sarrasin des clayettes de mon garde-manger. Je mâchonne une pomme. Mon dîner sera rapide. Je ne cesse de penser à Marie et déplore toujours notre ignorance, mon impuissance. Un coup à la porte, un seul, c'est Adalbert. Entrez, vous êtes venu me voir un peu tard pour Marie. Depuis tout ce temps, Dieu fait des miracles, il faut y croire. Aude est très jeune et très fatiguée, il faut l'aider. Elle va mourir? La réponse ne nous appartient plus, Adalbert. Je repasserai la voir avant l'Angélus du soir. Veillez à ce qu'elle prenne le mélange d'herbes que j'ai laissé chez vous. Je le pousse doucement vers la sortie. Je sais qu'il a compris. Je retournerai chez lui bien avant l'heure dite. Chapitre 4. Avais-je 16 ou 17 ans? Peu importe. Ma vision des choses, des gens a changé. J'ai souvent un brouillard devant les yeux près des grands malades. Pourtant ma vue reste intacte. Parfois ce brouillard se colore. Il palpite, il bouge, s'échappe en volutes. J'ai mis des semaines à comprendre que ce brouillard et les corps étaient dépendants les uns des autres. En fait, on dirait que la chair est liée à ce brouillard qui épouse et colle à la peau. Il est souvent infime, voire inexistant sur les zones douloureuses. Cela fait mal parce qu'il est absent, ou bien il est absent parce que cela fait mal. Mes longues promenades solitaires et presque quotidiennes ne me donnaient pas la réponse. La chapelle des anges près des remparts était souvent mon refuge, et, dans la paix du recueillement, j'attendais une lueur de compréhension. Puis, au bout d'un mois, tout s'éclaira. Le père du bourrelier se mourait. Il jurait sans cesse, tant ses douleurs à l'estomac le tordaient sur sa couche. En désespoir de cause, sa belle-fille, Béline, me fit appeler. Les yeux révulsés, sans nourriture depuis des semaines, le teint gris sur des joues creusées et la bouche ourlée d'écume blanche. Il voyait la mort en face. Béline, c'est la fin. Le bourrelier avait quelque argent et je ne posais pas même la question à savoir pourquoi on ne m'avait pas appelé.
L'apothicaire de la rue haute avait fourni moult remèdes sans jamais se déplacer au chevet du malade. Les courtines étaient ouvertes et des ombres noires s'accrochaient bizarrement au bas-flanc du lit. « Tenez, c'est de la sauge. Mettez-la à brûler dans une coupelle. C'est pour l'odeur. » Béline, j'en étais sûre, ne pouvait voir ces ombres noires frôlant son beau-père. « Je ne peux plus rien, mais nous allons soulager les douleurs. » Dans mon sac, je savais fort bien ce que je cherchais. La jusquiame. L'arme que j'avais, à toutes fins utiles, était à doser avec précaution. Pendant que l'eau chauffait, je m'approchais du vieux chrétien qui se mourait. Son enveloppe présentait un trou énorme et toute cette substance s'amoncelait sur le haut du corps. À partir du cœur, un filament brillait plus que l'ensemble. Pendant une accalmie, le bourrelier, sa femme et moi, nous n'étions pas trop de trois, réussîmes à lui faire boire la jusquiame. En quelques instants, le malade s'apaisa. Jeannot Bellefeu, soulagé, me remercia. Ce petit homme épais, musclé, le regard noir sous des sourcils broussailleux, souffrait des douleurs de son père. Il avait perdu sa mère très jeune. Son père, dès ses 10 ans, l'avait mis au travail. À 17 ans, un arrangement entre voisins lui fit épouser Béline. Il n'avait qu'un enfant, Jacques, qu'il surveillait étroitement. Tout à coup, il réalisa que c'était la fin. Le calme succédant à la tempête, je fis ouvrir la fenêtre. Jeannot et sa femme pleuraient en silence. Je priai alors debout au pied du lit et vis nettement une lueur blanche, haute, écarter toute ombre et prendre le vieux dans ses bras. Je restai sans voix, le mourant fit un geste vers le plafond. La substance se concentra encore et au-dessus du cœur disparut, en une nuée très brillante, métallique et mince. La corde se rompit, le corps s'affaissa et tout s'arrêta. Je réalisais, bouche bée, que la vie avait quitté ce corps. Elle n'avait pas disparu. Était-ce l'âme que j'avais vue littéralement s'envoler du corps? Bien des questions se posaient. Plus je découvrais, plus je m'interrogeais. Je soupirais et lui fermais les yeux. Le curé et sa clochette allaient bientôt débarquer et je savais qu'il n'aimait pas me rencontrer, même si j'étais une de ses fidèles paroissiennes, me confessant scrupuleusement. Je compris bien des années plus tard que n'étant pas totalement étrangère au questionnement de Fleurine, mon existence devait lui poser quelques problèmes de conscience. Jeannot, un peu désemparé, me raccompagna à la porte, me remercia et m'annonça sa visite dans quelques jours. Dehors, il faisait presque nuit. L'air bleuté présageait la froidure, mais le soleil persistait comme un goût d'été mal éteint. Je respirais à plein poumon et rentrai tranquillement en priant pour l'âme du vieux. J'avais à mettre en sac quelques récoltes. Je m'installais à ma table, mais sans rien y faire. Bizarrement, je ne me sentais pas seule. Je me retournais. Je voulais boire un peu d'eau. Quelque chose me retenait. J'eus l'idée ou la prescience de lever les yeux. Il était là, immatériel et bien présent. Légère nuée, le vieux m'avait suivi. La communication était si forte qu'elle s'avérait plus tangible à cet instant que mon décor habituel. Il ne m'avait pas quitté. Instrument de son soulagement, il tenait à rester dans mon orbe pour ne plus souffrir. Ses douleurs avaient été si intenses que, s'apaisant, il continuait de croire à sa vie. Que faire de cet esprit attaché à mes pas? Que faire pour lui? J'appelais ces deux présences si réconfortantes, si quotidiennes pour moi. Instinctivement, j'allumais une chandelle dans l'âtre jamais éteint et silencieusement parlais au vieux. Tu sais que tu ne souffres plus. Tu ne souffres plus parce que tu es mort. Tu as quitté définitivement tes souffrances. Ta place n'est plus ici. Tu as eu une belle vie. C'est le temps du repos et du paradis pour toi. Ton ange t'attend. Prends-le par la main. Va dans la paix et l'espérance et retourne à l'amour de Dieu. Il semblait s'être un peu éloigné, hésitant. Je souris et récitai un autre père. Des élans d'amour et de tendresse me portaient vers cette âme qui avait tant donné au moment de son départ. Contraignant mon avarice habituelle, je laissai la chandelle allumée devant le crucifix jusqu'au soir. J'avais ma réponse. La vie, la pensée, l'étincelle divine était ce brouillard. Le reste était une structure interne, échafaudage repérable, visible à tous, résonance d'une réalité indicible, dépositaire palpable de notre moi profond. Mais si la rupture entre le visible et l'invisible se produisait, il ne restait qu'un sac vide et l'âme immortelle voyageait. Les gestes que j'avais vus faire par Fleurine, ceux que j'avais instinctivement découverts, réparaient cette brume et apaisaient le corps. Quel était le mécanisme qui dégradait cette substance?
Il me fallut encore bien des années pour en avoir la connaissance. Chapitre 5. Lorsque Jeannot, comme promis, vint me voir, il avait sur le dos un sac. Il le posa à terre. Gêné, se balançant d'un pied sur l'autre, il me regardait. Il voulait me faire comprendre que c'était pour moi. J'avais rarement de vraies visites. Je lui offris une pomme et un tabouret. Le père nous manque. Ne le regrette pas, Jeannot. Il a une autre mission. Son âme a rejoint le père. Ne l'alourdis pas. Laisse-le s'envoler. Mes mots simples, très concrets, si loin de la rhétorique de Rome, touchent et surprennent. Qu'y a-t-il dans ton sac? J'ai voulu vous remercier. Ce n'était pas facile. Béline s'en est occupée. Il se lève. Merci, Jeannot. Je sais que tout cela m'aidera. Effectivement, tout leur cœur était dans ce sac. Vraies chandelles de cire, beurre, poire, galettes de blé, miel, compote et confit. C'était plus qu'une aide, un vrai cadeau. Ce matin, l'air est parsemé de senteurs nouvelles. Le printemps se précise. Les oiseaux le racontent déjà. Après matine, je me hâte vers la maison d'Adalbert. Je frappe et j'entre. Trop de silence. Le nouveau-né est parti. Il doit être chez Cathy ou Isabelle. Aude est toujours au pied du lit, épuisé. Adalbert est resté chez lui, assis à la tête du lit. Il serre toujours ses mains et ses yeux sont baissés, attendant l'inéluctable. Comment Marie est-elle encore en vie? Elle ne peut plus boire. Il faut la laisser en paix. Allume une chandelle. Adalbert, prévenez le père Marin qu'il donne l'absolution. Ou plutôt, ne bougez pas, j'y vais. Prenez la main de votre femme, cela l'aidera. Il faut faire vite. Le père Marin a l'habitude de me voir, sans plaisir. Il m'a connu tout enfant. Je reviendrai avec lui et nous aiderons Marie, chacun à notre façon. En cette fin des années 1300, le pays s'essouffle dans une misère qui n'en finit pas. Les attaques de peste se sont déjà bien estompées. Venant du sud, elles ont laissé le pays exsangue. Des révoltes paysannes ont secoué les campagnes et l'on dit que dans les villes, les ouvriers cherchèrent à prendre le pouvoir. Pendant des lunes et des lunes, le nom d'Étienne Marcel a hanté toutes les veillées. Favorisé par la négligence ambiante, la moindre maladie ou atteinte physique prend des proportions souvent gravissimes. Parfois, Anglais et Bourguignons battent la campagne, affament les paysans, quand des bandes armées ne les torturent pas. Un hiver un peu trop froid là-dessus, et les enfants nés en été ne survivent pas. Charles VI vient de remercier ses oncles d'une régence qui devenait pesante et semble vouloir administrer plutôt que de guerroyer. Un espoir pour que la misère s'éloigne, mais l'ignorance est encore si grande. Chaque jour, je remercie ma bonne mère, puis mon père par la suite, de m'avoir appris à lire et à écrire, et, plus encore, d'avoir acquis quelques bons livres. L'été s'allonge dans une torpeur compatissante. Chacun vaque à ses affaires dans un calme épanouissant. Nos paysans rentrent les dernières récoltes. Notre pays n'est pas sur la route des grandes compagnies anglaises et bourguignonnes, et, jusqu'ici, la règle des hommes d'armes de Jacques de Bourgueil impose une paix relative. Nous profitons donc, avec bonheur, de cette période précédant l'hiver, après les gros travaux d'été. En attente, en suspens, on garnit nos corps de chaleur, de bien-être. Quelques mariages souvent rapides, après les chaleurs d'été, transforment nos rues en joyeuses cavalcades. Depuis la Saint-Jean de cette année, je me suis officiellement établi comme herboriste. À la foire de juin, j'ai demandé une licence au bailli, réglée en bons écus, et me suis installé avec mon étal devant ma boutique. J'ai eu la surprise de voir des gens connus et inconnus me dévalisant, me demandant au vu et au su de tout le monde conseils et potions. Le temps a passé et ma discrétion rassure. Le travail ne manque pas, si bien qu'en août, je me suis rendu chez Adalbert. Timide et toujours les mains serrées, avec un pâle sourire, il m'a écouté. L'enfant son est mort 15 jours après sa mère. Aude s'est occupée de sa maison et des 2 enfants restants. Elle doit avoir une 12aine d'années. L'aîné des garçons est en apprentissage chez un oncle. Adalbert, je suis venu vous parler de votre fille. Je sais qu'elle vous rend bien service, mais elle ne peut pas consacrer sa vie à votre ménage. Elle est intelligente et depuis longtemps j'ai remarqué son calme et sa maturité. Je sais que Catherine, veuve depuis peu, cherche à rendre service. Pour quelques sous, elle pourrait garder vos 2 petits, 2 jours par semaine pour commencer, car j'aimerais qu'Aude vienne m'aider. Je lui apprendrai à lire, à écrire, et les herbes, et dans quelque temps, peut-être pourra-t-elle bien me seconder. Je la paierai à l'hiver, le temps qu'elle apprenne quelques rudiments.
Gagner un peu sa vie lui permettra de trouver par la suite un bon mari et de se constituer un trousseau. Parlez-lui, réfléchissez, et si vous êtes d'accord, vous me l'enverrez jeudi, après matine. » Il se lève, toujours les mains serrées, la tête un peu penchée avec un bon sourire qui marque son intérêt, me promet d'y réfléchir. C'est ainsi que jeudi après matine, la frimousse éveillée d'Aude se profile dans l'entrebâillement de la porte de mon atelier, juste en dessous de l'enseigne toute neuve de l'herboriste. Me voici donc nantie d'une apprentie. Très vite, elle vint 4 jours par semaine. Elle apprenait vite et bien. Très assidue, elle faisait rarement une erreur, préférant prendre son temps. Discrète, silencieuse, économe de ses gestes, malgré son jeune âge, elle imposait le respect. Je pus rapidement lui confier des préparations en commande. Cela me libérait un peu afin que je puisse me consacrer à mes collectes toujours plus diverses. J'avais d'ailleurs fait construire un nouvel appentis dont l'une des parois était constituée de claies qui faciliteraient le séchage. Quelques cornues à colle et 2 réchauds à huile me permettaient d'extraire l'essence des fleurs. Il avait fallu 6 mois pour les obtenir du verrier de la ville de Tours. Je travaillais sans relâche et continuais mes visites à domicile. Chapitre 6. C'était toujours un moment privilégié, ces temps où, seul dans cette nature si prodigue, courbé, furetant dans des endroits isolés, respirant l'humus, comme en chasse, je trouvais des trésors à transmuter dans mon atelier. Ces longs moments de repos, ces respirations profondes où l'énergie pure m'envahissait, où mon corps éclatait en bulles, où j'étais l'arbre, où j'étais l'humus, où j'étais les fleurs, les feuilles, le ciel, où la réalité s'estompait dans une autre réalité plus palpable, plus universelle. Ces moments où les limites de mon corps fondaient, m'emplissaient d'une sérénité joyeuse, communiante et céleste. Énergie sans cesse renouvelée, je recherchais ces moments précieux. Quelque temps après avoir pris Aude à mon service, un de ces moments solitaires m'apporta une bien étrange expérience. Empli de cette énergie pure, sans limite entre la nature et moi, je me mis à considérer les arbres entre ciel et cime. Ce regard nouveau, cette vision tangible me secoua si fort qu'en une longue contraction, je me retrouvai à terre en plein étourdissement. Il me faudrait de longs mois pour appréhender une telle expérience, de plus longs mois encore pour réitérer à volonté cette expansion visuelle. J'hésitais et hésiterais toujours entre l'euphorie que me produisaient de telles découvertes et la solitude profonde que j'éprouvais à ne pas partager ces sensations. Ma sécurité était à ce prix. Plus ma vie sociale s'améliorait, plus le fossé entre vie privée et vie publique se creusait, me forçant quotidiennement à ne pas trahir cette sorte de dédoublement. Cette vie sociale plus assise me permit donc d'équiper mieux mon laboratoire, d'aménager le jardin, de faire quelques aumônes, d'acheter quelques livres en la ville de Tours et d'acquérir même un jardin près des remparts qu'un brave homme cultivait pour moi. Beaucoup d'herbes médicinales y poussaient bien sûr, et tous les légumes qui composaient mon ordinaire. Le surplus appartenait à mon jardinier, veuf et sans enfant. Depuis mes 15 ans, je n'avais pas connu pareille sécurité matérielle. Ma vie entière était consacrée à l'organisation de mon commerce, depuis les commandes des petits pots de buis pour les onguents jusqu'à la fabrication de préparations complexes. Ce train-train affairiste m'endormait. Une rencontre fortuite n'allait pas tarder à me réveiller, à mettre en péril cette assise sociale. Je reviendrai un peu tard ce matin. Si à la demi-après-midi je ne suis pas rentrée, ferme l'atelier à clé et rentre chez toi, Aude. Je vais récolter des saponaires. Elles rendent vraiment les cheveux très doux et les racines en décoction sont un excellent dépuratif. Nous manquons d'Aristoloche aussi. Le grand Babet, avec sa plaie infectée, a entamé nos réserves. Inutile d'attendre une réponse. Aude n'ouvre la bouche que pour poser des questions. La soif d'apprendre de cette toute jeune fille est extraordinaire. Ce ne sont ni l'Aristoloche, ni les saponaires qui me retiendront, mais l'Hellebore, sorte de renoncule qui passe pour soigner les dérangements de l'esprit, quoique je lui ai toujours vu des effets très purgatifs. Plante très délicate à utiliser. Elle semble souvent toxique, mais nous sommes si démunis devant des états d'agitation extrême. Même en y ajoutant fleurs et feuilles de gâtillier à l'action soporifique, les résultats sont incertains. L'Hellebore n'étant point plante innocente, ma prudence innée tait le ramassage et le lieu de la récolte. Les bois Saint-Benoît sont éloignés, parfois malfamés, peu aimés des villageois. J'y suis prudente mais tranquille. L'été, très frais cette année, fait penser à un automne précoce et j'ai décidé ce matin d'activer un peu la collecte nécessaire pour passer l'hiver.
mon sac à l'épaule, de bonnes galoches aux pieds, 2 pommes, du fromage, un morceau de la miche de pain en réserve, me voici parti. C'est un soleil bleu, il est là, mais il ne chauffe guère. La terre suscite les récoltes comme par habitude, et nos paysans s'étonnent et s'interrogent. L'année dernière, à même époque, le temps, le climat, cette grosse respiration de notre mère, la terre, est au centre des conversations. Nous sommes comme des insectes sur une fleur. Un coup de vent et la fleur se dérobe. J'ai quitté l'enceinte non sans avoir demandé des nouvelles de son dernier né à l'un des gardes du pont. Il toussait, mais sa mère attentive a bien suivi mes recommandations. À cette heure matinale, la cohue est chaleureuse et familière. Chacun s'interpelle et plaisante, se croise et promet de se revoir. J'aborde la route du Sud. Dans 1 heure au plus, je serai à pied d'œuvre. La route est sèche et chaotique, et voici la première lisière de cet ensemble touffu qu'est le bois Saint-Benoît. Je ralentis mon pas. Je cherche ce petit sentier à gauche, à peine tracé, et l'humidité du sous-bois tombe sur mes épaules. Silence interrompu par un frôlement, un trille de pies qui s'agite dans la ramure. Cette odeur lourde et vivante, annonciatrice de bonnes récoltes de champignons dans 1 mois, parle à ma gourmandise. Le petit coin, à Ille-les-Bords, n'est plus loin, et d'un œil expert, je fouille le bord du sentier qui semble en meilleur état qu'il y a 2 mois, lors de ma dernière visite. Cette partie de la forêt, pourtant, est depuis 3 ou 4 ans abandonnée par les bûcherons qui lui avaient donné cette réputation ambiguë. Je retrouve mes plans dans les ronds de lumière dessinés par le jeu du soleil et des arbres. En quelques instants, choisissant un pied sur 2, j'emplis ma besace déjà gonflée de saponaire. Je ramasse le panier de mon dîner que j'avais abandonné et me redresse, figé. Mon regard a saisi une silhouette disparaissant dans la cabane abandonnée des bûcherons. Une onde glacée remonte mon échine. Mes jambes tremblent et je sais que, trop éloignée du chemin, une rencontre risque d'être désagréable. Une main appuyée sur le tronc du châtaignier, je me demande que faire. Sont-ils plusieurs? Que font-ils? Assurément, j'ai été aperçu. Malgré moi, la réputation de cet endroit m'embrume l'esprit. Une tête réapparaît et m'observe. Ma peur s'estompe pour faire peu à peu place à la curiosité. Barbu, coiffé d'une étrange calotte, sa robe sombre laisse passer des bottes de cuir. Il s'écarte de la porte, semble aussi hésitant que moi et finalement me fait signe. Je ne vais pas directement vers lui et décris comme un cercle qui se rapproche de la cabane. Je suis tout près. Ses yeux noirs brillent et me sourient. Je crois que nous avons eu très peur tous les deux. Mais que fait-il ici? Il semble assez âgé, le teint très mat. Il a un accent car il vient de me dire bonjour. Je vous salue, monsieur, mais que faites-vous ici? D'un geste, il m'invite à rentrer dans la masure. Une légère hésitation, et je le suis. Cela semble habité depuis plusieurs jours. Des fougères fraîches garnissent un bas flanc. Un foyer donne un maigre feu, suffisant malgré tout pour que j'y voie fumer un bouillon d'herbe dans un tout petit chaudron. Une table comme un hôtel, avec quelques objets dessus et 2 souches. Il m'en désigne une et s'assoit sur l'autre. Je suis encore tout à mon étonnement et considère sa présence comme un élément surnaturel. Il semble sortir d'un autre monde. Mais d'où venez-vous? Vêtements étranges, tête étrange, accent étrange, je sais. Je l'ai déjà vu, je sais. Ce n'est pas possible. Chapitre 7. Il a rempli un bol de soupe et me le tend, toujours avec un sourire. Bouche bée, docile, je le prends. Avec une grosse cuillère en bois, il entreprend de manger à même le petit chaudron. La chaleur du bol me réveille, me rend un peu d'esprit. Je peux me lever et courir chercher mon panier abandonné. Nous partageons en silence pain, fromage et pommes. Cet homme sourit toujours, mais ne répond pas à mes questions. Mais je sais, il est exactement le portrait de Balthazar, mage visitant Jésus enfant, sur un vitrail de l'église Saint-Benoît. Les objets exposés sur la table des bûcherons ne me donnent aucune explication et n'ont rien pour apaiser mon trouble. Si je ne peux identifier son accent, par contre, je sais maintenant qu'il parle en bon français, hésitant mais élaboré, car j'apprends alors l'histoire la plus incroyable qu'il m'ait été donné d'entendre dans notre contrée paisible. Je m'appelle Abraham Ben Simon, de Valladolid, en Espagne. J'ai fui les persécutions et suis en route vers les Pays-Bas pour y soutenir une communauté naissante. Il s'arrête devant mon saisissement. Un juif, un de ceux qui ont tué le Christ. C'est insensé.
Périodiquement, nous les chassons de toutes nos villes. Si chaque ville a son quartier juif, c'est pour mieux les surveiller. Chaque mouvement du peuple se termine par quelques emprisonnements. Le guet laisse faire, plus ou moins consentant, voyant là un moyen facile de calmer la foule. Puis, le danger passé, les Juifs font semblant d'oublier, évitent de sortir le dimanche et, à la Pâque, se barricadent dans leur maison. Entre-temps, le calme revenu, ils exercent leur métier de bijoutier, couturier, usurier, avec beaucoup de savoir-faire, savent se rendre indispensables et leur situation dépend souvent des services rendus aux grands. Leur statut est donc différent, suivant le maître du lieu. Par ici, il n'y en a pas. Mais en cette période, avec le nouveau décret de notre roi Charles VI, il ne fait pas bon courir les routes affublé comme un mage. Et cela dure depuis 4 mois, le temps de traverser la moitié de la France, échappant aux Anglais, aux armées franques, aux Bourguignons, aux routiers. Mais vous devriez être à Tours. Votre communauté est rue de la Juiverie. Vous trouveriez de l'aide. Je ne vais pas à Tours, mais à Orléans, pour ne pas allonger ma route. J'ai dû m'arrêter pour soigner ma toux et ma fièvre. Mes provisions s'épuisent. Il aurait été plus prudent d'être à Tours. Eh oui, je finis mon bol en silence et comprends l'étrangeté de notre repas. Je romps le dernier morceau de pain, nous partageons, sans un mot. Ses yeux brillent, la toux, la fièvre. Il ne m'a posé aucune question, et malgré tout, spontanément, je me raconte. Orpheline à 15 ans, herboriste visitant les malades, vivant seule avec une apprentie. Comment vous soignez-vous? Il fouille un sac et en sort une petite boîte en os. Dedans quelques petites boules, comme de la caroube. Il en avale une, je regarde, je renifle, je ne sais pas. Ce sont des poudres végétales, avec un peu de gomme arabique. C'est contre la fièvre. C'est un médecin mort qui les fabrique. Je dois rentrer. Demain, je vous apporterai de la centaurée et de l'essence de coucou. Ici, vous serez tranquille. Ce bois n'est pas passant. Faites un peu de feu, ce n'est pas le bois mort qui manque par ici. Je vous salue. Chapitre 8. Me voici de nouveau sur la route poudrée d'un soleil pâle. Je marche vite et déjà j'aperçois les tourelles et remparts. Je dois signaler la présence du juif au guet. Je sais que je ne le ferai pas. J'y retournerai demain avec quelques provisions. La douceur et le calme de cet homme sont d'un attrait magique. Nous avons eu, à la ville, 2 ou 3 familles juives il y a 3 ans, mais peu nombreuses. Elles ne pouvaient se protéger mutuellement des 1000 tracasseries de petites gens s'imaginant gagner le paradis en jetant des pierres dans les carreaux de leur maison. Las, elles ont dû partir vers Tours ou Orléans. Nous n'avons donc pas eu l'occasion d'avoir l'opinion de la maison de Bourgueil. J'ouvre la porte de ma boutique et Aude se précipite. « Madame de Bourgueil vous a fait mander par sa chambrière. J'ai promis que vous iriez au château sitôt rentré. » Stupeur. Quelle journée. Depuis la disparition de ma mère, personne de notre famille n'est allé au château. C'est Enguerrand ou Dame Jeanne? C'est Dame Jeanne, la femme de feu Sieur Jacques, qui m'attend. Le Sieur Jacques est son abbé, assassin de ma mère, il y a presque 20 ans. Dame Jeanne doit être bien vieille. Était-elle là en ces jours fatidiques? Je prends une petite besace de cuir, avec quelques pots, quelques essences, et sans un mot, je repars. La grande rue est encombrée, un charton obstrue le passage, la mule boite et quelques invectives soulignent la gêne. C'est le cœur lourd que je prends ce chemin. Toutes mes pensées vont vers ma mère. Fleurine a franchi le seuil de la porte de Compostelle dans une charrette. J'ai la tête entre 2 mondes, et si mes yeux voient les temps d'aujourd'hui, les sons perçus appartiennent aux derniers jours de Fleurine. La roue qui grince, l'odeur fauve des hommes du château, la porte qu'on referme, l'air frais, je secoue la tête et tente d'éloigner ces impressions vives d'un autre temps dont je suis témoin de la même façon que si j'avais été présente. Une vague envie de vomir après cette contraction du temps, on me prend par le bras d'une façon ferme. Un sentiment de révolte me redresse et je regarde d'une façon peu amène la chambrière Bertille qui recule. Saisie, elle hésite. « Montrez-moi le chemin. » J'irai, sans rien percevoir de ce chemin, jusqu'au seuil de la chambre où Jeanne de Bourgueil m'attend. La pièce est haute et fraîche, mais l'humidité du plein hiver a déjà disparu. Jeanne de Bourgueil est debout, près d'une cathèdre, les 2 mains croisées sur son ventre. La tête un peu penchée, elle cherche mon regard, qu'elle trouve froid, impersonnel. « Bonjour Anne, mon petit-fils Charles se meurt d'une langueur dont rien ne le sort. Apothicaire et médecin veulent nous résoudre à le perdre.
Il paraît que vous faites du bien dans la basse ville. J'ai pensé que vous, peut-être... » Ces mots se perdent dans un soupir qui souligne l'espoir impossible. Je n'ai toujours pas desserré les lèvres. « Que dites-vous » ? « Rien, je n'ai encore rien dit. » Puis je remplis d'air mes poumons, faisant pendant au soupir de la vieille Jeanne, et demande à voir l'enfant. Dans une chambre plus haute, on m'ouvre la porte. Charles est assis sur sa couche, adossé à des coussins. C'est un enfant malingre, au teint cireux, ses grands yeux noirs me fixent. Enguerrand et les deux chambrières se mettent debout et j'examine déjà l'enfant. Ses mains chaudes, son front moite disent la fièvre. Toussez un peu, Charles. Il grimace un souffle court. Je rabats la pèlerine qui l'entoure, la peau est sèche, presque écailleuse. J'applique mon oreille dans son dos. Le souffle est moins bruyant que je ne m'y attendais. Je le recouvre et prends conscience de l'odeur de moisi qui règne dans cette chambre. Sur une desserte à gauche du lit, une multitude de fioles, et je décide de tout faire pour sauver cet enfant. Que Dieu m'assiste. Lentement, je me débarrasse de mon mantel léger, je m'approche des fenêtres et les ouvre en grand. « Bertille, je vous prie, ramassez toutes ces fioles et portez-les ailleurs. Nous n'en aurons point besoin. Mettez des draps propres au lit et n'ajoutez que de bonnes couvertures de laine. » Sans même consulter sa maîtresse, elle s'affaire dans un « oui, dame » de bon augure. « Et toi, maintiens un feu d'enfer dans cette cheminée nuit et jour. Amenez une provision de bois. » La grand-mère se retire sans un mot. Enguerrand, la mère, me regarde avec des yeux brillants où je vois, mal à l'aise, un trop grand espoir. Je la tire au coin d'une fenêtre pour lui dire mes doutes, notre combat un peu tardif. Je lui explique. Il faut faire baisser la fièvre au plus vite, éclaircir la respiration, faire prendre l'air à l'enfant, sortir toutes les tentures, tapis, fauteuils qui sentent le moisi, laisser le soleil entrer dans la pièce. Nous sommes interrompus par l'entrée de Jean, le père de Charles, suivi de 3 hommes porteurs de bûches. Il est sérieux mais affable et me salue d'un hochement de tête. Enguerrand lui demande aussitôt un échafaudage propre à démonter les tentures. Les ordres sont donnés. La tisane d'écorce de saule, très concentrée, est avalée par Charles plus facilement que prévu. Tout ce remue-ménage le distrait et le fatigue à la fois. J'envoie Bertille chez moi pour demander à Aude le remède encore non utilisé d'écorce de saule distillée, réduite à sa plus simple expression, l'essence. Vu l'état de l'enfant, qu'avons-nous à perdre? Il faut essayer. 2 gouttes mélangées à une cuillère de miel 4 fois par jour, que j'administrerai moi-même. Je passerai la nuit au château. Chapitre 9. Je fis le lendemain une courte visite à Abraham. Nous nous revîmes avec plaisir. Je lui racontai l'état de Charles de Bourgueil. De dessous le bas-flanc, il sortit un sac qui contenait dans un étui de cuir un livre et je vis défiler devant moi des pages couvertes d'une écriture souple et dansante. De l'arabe sans doute. Son doigt ridé cherchait une phrase. Quel est l'âge et le poids de l'enfant? Il semblait avoir trouvé et referma avec grand soin le livre auquel une vénération certaine était attachée. Abraham sortit de ses hardes une boîte que j'avais déjà vue et glissa 8 petites boules dans un linge qu'il me remit. Pilula, une le matin au réveil et une au coucher. Je lui racontai alors l'essence d'écorce de saule. Il parut intéressé par mes travaux. Il allait mieux. Je le quittai en proie à une confiance qui frisait l'exaltation. Mais 3 jours plus tard, Charles commença à cracher. Il ne s'alimentait plus, mais buvait tout ce que je lui présentais, et avaler les pilulas ne présentait aucune difficulté. Le soir du 4e jour, nous vît très abattus. Le père et la mère ne quittèrent pas son chevet. Je restai sur un fauteuil, à la tête du lit. Ce fut l'heure de la 2e pilula de la journée. Les yeux du malade ne s'ouvraient plus. Il ne participait plus à la vie. Son corps décharné s'abandonnait totalement au destin. Nous étions tous résignés. Vaincus par la fatigue et la déception, nous nous assoupîmes. Je fus la première à m'éveiller. Le jour semblait tarder à se lever. Je perçus comme une anomalie. J'entendis le souffle profond de Jean de Bourgueil, calé au pied du lit. Rien d'autre. Saisi de crainte, j'approchai mon visage de Charles, espérant un souffle, et ne compris qu'un instant plus tard que l'enfant dormait paisiblement, les cheveux encore collés par la sueur sur une peau rosée, la bouche entr'ouverte. Le père fut debout en un clin d'œil. Mon geste impératif lui imposa le silence, mais mon visage et mon sourire en disaient long. Nous étions debout, incrédules, figés de bonheur. Enguerrand fut réveillé par son époux et nous ramena à la raison. « Il est si maigre !»
Je restais encore 2 jours au château, dispensant une hygiène de vie pour cet enfant qui garantissait une convalescence reconstructive. Et je partis brusquement le matin du 3e jour. Je voulais éviter les remerciements qui seraient une injure pour ma mère. J'avais décidé de n'accepter ni cadeau ni rétribution. Pendant cette grande semaine d'absence presque complète, Aude avait pris de l'assurance. Je retrouvais atelier et laboratoire en ordre, propre et tout aussi prospère. Après toilette et repas frugal, je me précipitai au bois Saint-Benoît. Abraham me reçut avec un grand sourire. Il allait bien et je pus lui dire le rétablissement de Charles. J'avais apporté, comme d'habitude, pommes, fromage de chèvre, pain et un gros sac de noisettes. Je vais reprendre ma route demain matin. J'eus un pincement au cœur. Je sentais instinctivement qu'il était dépositaire d'un savoir que je lui enviais. Alors ce fut toute une journée d'échanges et de révélations. Mes premières questions au sujet des pilulae en déclenchèrent d'autres, et la tombée du jour me vit infiniment plus renseignée. Il m'apprit la vie d'un grand homme de son peuple, né en Espagne. Mémonide fut philosophe, astronome, mais surtout médecin personnel de Saladin. Ses écrits furent très nombreux, mais le livre le plus important était le guide de ceux qui doutent. Fleurine, puis mon père par la suite, m'avait bien parlé d'Avicenne, médecin d'Orient, et de ses écrits, dont circulaient quelques traductions latines. Mais j'avais là, à portée de main, quelque chose de plus récent, de plus complet. Hélas, en une langue incompréhensible pour moi. Cet exemplaire était destiné à la communauté juive d'Amsterdam, qui commençait à se structurer au bord de l'Amstel. Comme je l'avais pressenti, le guide était en langue arabe, langue originelle, et quelques passages en hébreu. Abraham allait confier ce précieux ouvrage au rabbin d'Amsterdam et, au calme de cette communauté sans ennui, pensait en faire la traduction totale en latin. C'était tout le but de son périple à travers l'Égypte, son pays natal, l'Espagne, son pays d'adoption, la France et Amsterdam, son but final. Nous nous quittâmes avec beaucoup d'émotion. Je revins chez moi à pas lents, d'autant plus lents que la nuit était tombée. Aude avait déjà prévenu Adalbert de mon absence. Lui-même, son fils aîné et mon voisin le potier rassemblaient les lanternes qui devaient les conduire au bois Saint-Benoît. L'on me questionna bien sûr. « C'est pas pensable qu'une dame comme vous erre dans les bois la nuit tombée !» J'ai voulu couper à travers bois, je me suis égarée. Merci beaucoup à vous trois. Tout va bien, je serai plus prudente par la suite. Aude, partie avec son père, je me sentis très lasse et me laissai tomber dans l'alcôve qui abritait mon lit. L'hiver s'achevait, la nuit n'était pas froide, mais je dormis tout habillée. Chapitre 10. Le lendemain, je devais reprendre l'atelier en main et faire une visite à Charles de Bourgueil. Aude arriva après les matines, me tensa encore pour ma rentrée tardive de la veille. Elle était devenue une très belle jeune fille, et ses nattes de couleur brune en couronne surmontaient un front haut, des yeux d'émeraude sur un teint clair, fine, une démarche souple. Je ne doutais pas qu'elle trouve un fiancé à la prochaine Saint-Jean. Après une bonne tisane de menthe prise ensemble, j'eus la sensation d'un état nouveau, d'une paix nouvelle, quelque chose qui me faisait relever la tête. « Vous allez voir le petit Charles ?» Dès que je me serai préparée, j'ai envie d'y aller, et c'est pour moi une véritable fête. Quelque chose a changé. Aude, comme si Fleurine, ma mère, à travers moi, retrouvait sa dignité, sa vérité, et cela me gonfle d'une allégresse peu commune. J'ai toujours essayé d'être digne de ma mère. Aujourd'hui, Charles sauvé, c'est une reconnaissance. Nous ne pouvions espérer mieux. Je vais me faire belle. Belle ? Eh oui, toujours en surcot de gros draps bleus. C'est bien pour les bois. Aujourd'hui, pas de récolte. Allons au château voir ce qu'il s'y passe. Sous l'œil étonné d'Aude, je passe derrière la petite tenture, offerte par Quentin à Fleurine pour ma naissance, et ouvre en grand l'armoire à 2 battants. Entretenue régulièrement, avec une sorte de dévotion par Guenièvre qui passe mon logis en revue tous les vendredis. Les cottes et chemises de Fleurine y pendent, propres et repassées. Les surcots sont un peu usés, car depuis des années, je les utilise quand même à l'occasion de Noël et de Pâques, de processions diverses ou de fêtes de la Saint-Jean. Je révérais les chemises de fin lin brodé, les ceintures, les fermots, les rubans et jamais ne les avais portés. J'écartais les courtines de mon large lit et avec un soin infini, répandis sur le lit le contenu des sacs de lin contenant ces trésors. Un poids certain de frustration affective m'avait jusqu'ici empêché même de les détailler. Comme par miracle, ce poids avait disparu et j'exhumais avec une infinie douceur, une tendresse extrême,
ces reliques d'un autre temps que la réhabilitation de Fleurine m'autorisait à faire revivre. Comme guidée par cette mère absente, j'eus vite choisi une bande de toile au poitrail et, sur de grandes chausses étroites, j'enfilai une chemise brodée de fleurs blanches et de dentelles de Calais, une cotte de satin gris-perle à multiples rubans bleu ciel, ouverte sur la poitrine, et le surcot bleu roi, sans manches, agrémenté à terre d'un ruban bleu ciel. Une large ceinture or et bleu soulignait l'ensemble. Je choisis une fine chaîne d'or à mon cou, et la même en serrant mon front sur mes cheveux dénoués. Je me penchai pour nouer les chaussures en cuir de Cordoue, et sortis sous l'œil rieur et admiratif d'Aude. Je partis d'un pied léger au château, une aumônière à la ceinture. Je remontai la grande-rue dans le brouhaha d'un jour de marché ensoleillé, quoiqu'encore humide. Les étals les plus divers allaient jusqu'à encombrer les bords de la rigole. De fortes matrones porteuses de grosses panières sur chaque hanche criaient leur joie et leur envie de vendre leur production de poulet et de canard au plus vite. Installée à même le sol, j'aperçus Margot qui me fournissait 2 fois le mois en poulet que me rôtissait Aude, n'ayant ni le goût ni le plaisir de cuisiner. Elle m'apostropha. « Mais où donc allez-vous à cette heure, attifée comme une princesse d'Aman? Par Saint-Benoît, vous avez un galant, je crois. » Des rires bruyants nous entourèrent. C'est muni de cette bonne humeur ambiante que j'abordai le haut de la place aux toiles. Pour la première fois, je m'intéressai de bon cœur à toutes ces richesses étalées, draps, dentelles, rubans, bonnets, sur le côté gauche. Côté droit, on voyait parcheminiers, libraires, fournisseurs de plumes et d'encre, miroirs d'étain et boîtes précieuses, colis fichés. Le bas de la place était réservé aux confiseries et épices, souvent venues de pays lointains. Prise d'une frénésie de coquetterie, je fis l'acquisition de 2 bonnets brodés et d'un autre tuyauté, d'une bonne longueur de ruban vert émeraude pour Aude. C'était la foire d'avril qui termine la période des semailles. Je fis livrer mes achats à l'atelier et poursuivis non sans noter que mon nom circulait de bouche en bouche et que de nombreux regards bienveillants suivaient mes déplacements. « Anne, Anne, attends-moi !» Je me retournai, sourire aux lèvres, ayant reconnu le timbre un peu rauque de Colline Gramont, mon amie d'enfance. Nos parents étaient des amis très proches et nous allions fréquenter la petite école des Moniales, sans jamais nous séparer. Son mariage avec un drapier du Nord et la mort de mon père avaient quelque peu relâché, pendant un certain temps, nos relations de confidentes. Puis, une fois Colline installée dans sa nouvelle vie, notre amitié s'était renouvelée. Elle ne voulait pas quitter ses parents, dont elle était l'unique enfant. Son mari Bertrand, très épris de cette petite femme boulotte et vive, au visage lunaire éclairé par des yeux sombres, bordés d'insensés cils, ouvrit pour elle, près de la porte de Compostelle, une boutique de draps, alimentée par des toiles d'excellente qualité, que connaissait peu notre petite ville. Le succès fut foudroyant, et elle fut souvent obligée de recevoir à guichet fermé les visiteurs des Bourgueil. Alors elle sortait ses dentelles de Bruges, lin de Flandre, ceinture et rubans d'Orient, pièces de soierie emballées dans des aulnes et des aulnes d'une matière si fine, si ténue, qu'elle bruissait comme la soie elle-même. Bertrand Gramont se réservait le négoce avec les Flandres, ramenant en ce pays les teintures si vives achetées au débarcadère de Marseille. Sans cesse en voyage, le mari de Colline passait quand même l'hiver en notre bonne ville, hiver souvent dispensateur d'un nouvel arrivant ou arrivant dans une famille à l'aisance épanouie. Colline serpentait entre des faces réjouies et m'attrapa le bras avec sa spontanéité si touchante. Vêtue avec une extrême recherche, débordant de dentelle, un fermail d'or et de pierres bleues surplombant sa poitrine, elle approcha son visage du mien. « Comment va notre petit Charles ?»« Beaucoup mieux, ma chère Colline, beaucoup mieux, mais il s'en fallut de peu qu'il ne fût plus. »« Tout le monde ne parle que de toi, tu aurais fait un miracle !»« Non, Colline, c'est Dieu qui fait les miracles. »« Je te trouve bien jolie ce jour, enfin tu vas t'occuper de toi. Je n'ai pas le temps, mais viens me voir à l'Angélus. Je t'en prie, je t'attends. » 2 gros baisers sur nos joues, et nous voilà repartis. Chapitre 11. Je franchis la porte de Compostelle dans le brouhaha du jour de foire, lorsque des pas cadencés, bruyants, écartent la foule, et je suis stupéfaite. Au milieu de la cohorte armée de Bourgueil, Abraham, bousculé, pressé, encadré de mains fermes, s'avance tel un mage oriental, sous l'œil curieux d'une foule bigarrée. Que n'a-t-il rasé sa barbe comme je le lui conseillais? Il semble sorti tout droit de l'Ancien Testament. Flavie, la chambrière de dame Enguerrand,
m'a déjà aperçu et je vois son sourire à la fenêtre du logis. Les archers de Bourgueil ont disparu derrière le donjon, abandonné depuis quelques années. Je me hâte, sans relever les regards joyeux, admiratifs de tous les visiteurs se croisant. La chambre de Charles a pris définitivement un aspect monacal, sans tenture dispensatrice de poussière, mais chaude, sèche, ensoleillée, et avant même d'en franchir le seuil, j'entends la voix de cet enfant qui, déjà ferme, entend bien obtenir ce qu'il demande. Dame Enguerrand semble virevolter de droite et de gauche, puis m'aperçoit. Elle s'avance dans une robe couleur safran et un surcot châtaigne, bordé de fourrure de renard, son visage resplendit. Elle saisit mes deux mains et sous les cheveux blonds et frisés, des yeux pâles disent son bonheur. « Comment, Dame Anne, pourrais-je vous remercier ?»« En me laissant voir Sieur Charles, je vous prie, dis-je en riant. »« Charles, remerciez Dame Anne, qui vous a sorti de ce mauvais pas. »« Mais ma mère, j'allais le faire. » J'embrasse l'enfant en toute simplicité. Il semble surpris. Il a hérité de la blondeur de sa mère et paraît encore un peu chétif, mais sa vigueur retrouvée en fait un enfant vif au regard brun et perçant qu'il tient de son père. Peut-on l'habiller ? Il peut faire quelques pas dans la cour au soleil et retour au lit avant la fatigue. Nous allons lever la demi-diète. Ce soir, une bonne soupe de légumes et du blanc mangé à satiété. Pour l'heure, avant la sortie, un peu de pain d'épices trempé dans du lait bouilli lui sera utile. Poursuivez 3 fois la journée la tisane de mauve et d'eucalyptus, très peu d'eucalyptus, pendant encore 10 jours. Faites-en quérir à mon atelier. Demain, une aile de poulet au dîner, et ensuite ce qui lui fait envie. Mais jamais de viande rouge ou faisandée, seulement de la volaille, et tout cela ne sera qu'un mauvais souvenir. Voilà, mon office est terminé, mais l'on me prie de m'asseoir sur un fauteuil et sur un grand plat apparaissent de fines tasses emplies de tisane de thym et des croquants aux amandes. Dame Enguerrand s'assied en face de moi. Sa mine avenante, son regard plein de sincérité me détendent. Je me laisse aller sur le dossier du fauteuil. Ce relâchement n'échappe pas à la femme qui me fait face et lui amène un sourire. « J'aimerais vous revoir, Dame Anne. J'aimerais que nous devenions amis. J'aimerais que vous vous sentiez bien dans nos murs. Soyez toujours assurée de notre bon accueil. » Je la regarde, sans aménité aucune, mais légèrement perplexe, concentrée apparemment sur ma boisson. Mais connaît-elle l'histoire de Florine, mon enfance saccagée, mon adolescence isolée, l'histoire de Quentin mort de chagrin? Cela semble si loin aujourd'hui. Revenez me voir souvent, je vous prie. Votre sagesse et votre savoir me font du bien. Elle en a beaucoup dit, cette jeune comtesse. Alors, pour la sortir de son embarras naissant face à mon silence, que puis-je pour vous? Je voudrais un autre enfant, et Dieu ne m'a pas encore exaucé, me dit-elle en sourdine. La porte s'ouvre à grands battants sur un bruit de bottes, et voilà les confidences évanouies. Jean de Bourgueil revient apparemment de la chasse. Un peu crotté, la mine réjouie, il s'avance vers Enguerrand et pose sa main dégantée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.